c'est un réel plaisir de collaborer encore une fois avec la FAAFC. J'ai eu l'occasion de vous croiser et de faire des activités communes à quelques reprises au cours des dernières années. Le guide de pratique qu'on va vous présenter aujourd'hui, Caroline et moi, est le fruit de 3 ans de travaux. Et c'est un partenariat avec un organisme communautaire de la région de l'Estrie qui s'appelle DIRA Estrie. Comme vous le voyez sur la première page, la présentation a été préparée à 3 personnes et la troisième était une professionnelle de recherche qui travaillait à la fois avec DIRA et avec nous. Alors, c'est un financement pour nous qui a été reçu par le gouvernement du Québec. Alors, je dois dire d'emblée que la chaire dont je suis titulaire est financée par le gouvernement du Québec, et ça depuis 2010. Mais ce projet-ci, ce projet de 3 ans, est financé par un budget spécial qui s'appelle le Fonds Québec Amis des aînés, dans lequel il y a des prérogatives importantes, entre autres l'importance de faire de la recherche partenariale et d'arriver aussi à des éléments qui peuvent être du transfert de connaissances. Donc, on ne vous présentera pas le projet au grand complet, on va vous le résumer très rapidement, parce que pour nous, l'accent aujourd'hui, c'est de vous présenter un guide de pratique et à la fin, vous aurez une adresse Internet pour pouvoir le télécharger gratuitement. Donc, d'où provient ce projet? En fait, c'est DIRA Estrie qui ont des intervenants et des bénévoles qui font beaucoup de sensibilisation, d'activités de sensibilisation auprès des aînés en ce qui concerne la maltraitance et depuis peu aussi l'intimidation. Par contre, ce qu'ils remarquaient, c'est que les demandes d'aide n'augmentaient pas de façon substantielle. Donc, ils disaient, bon, on est conscient, on sait que les aînés prennent conscience qu'ils vivent de la maltraitance ou de l'intimidation, mais on veut un changement par rapport à ce qui se passe. On veut qu'ils viennent cogner à notre porte pour demander de l'aide, pour savoir quoi faire. Donc, le processus qu'on s'est dit, ben, c'est les aînés ont besoin de posséder les outils nécessaires pour reconnaître la maltraitance, pour prendre conscience qu'ils en vivent et après ça, de savoir vers qui se tourner, puis quelles ressources aller chercher. Donc, pour en arriver à passer à l'action. Pour atteindre les objectifs du projet, on a joint 328 questionnaires qu'on a fait compléter à des aînés en face à face. Et puis, bon, après les analyses, là, il y en a resté 305 là, qui ont été jugés valides. Puis, en même temps, on a fait des entrevues de groupe auprès d'aînés aussi, donc 17 entrevues de groupe qui nous a permis de joindre 144 aînés, ce qui fait un total de 449 personnes aînées qui nous ont fait part de leur connaissance sur le sujet de la maltraitance, d'intimidation, mais aussi tout ce qui est en rapport avec les freins et les leviers à la demande d'aide. Donc, ils ont eu à se projeter dans une situation de maltraitance et d'intimidation. Donc, on a 4 scénarios où les gens ont dû se projeter donc en tant que cible ou témoin. Et à ce moment-là, on regardait quels étaient les freins. Qu'est-ce qui les empêcherait de demander de l'aide si c'était la cible de maltraitance, si c'était le témoin de maltraitance, mais qu'est-ce qui les pousserait aussi à aller demander de l'aide? Et on a fait la même chose avec l'intimidation. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que les aînés n'avaient pas à avoir vécu de la maltraitance ou de l'intimidation pour participer à l'étude. Le guide de pratique dont on va vous parler aujourd'hui, c'est un guide qu'on a voulu en 2 fascicules. Il y a le premier fascicule qui est beaucoup plus global, beaucoup plus imposant en termes de volume, qui est destiné à ceux qui soit administrent des organismes dans lesquels il y a de la sensibilisation qui se donne, ou encore qui vont coordonner ces activités-là. Et très souvent, ces gens-là sont ceux qui sont amenés à développer le contenu. Il y aura quand même un 2e fascicule dont je vais vous parler dans quelques secondes. Mais celui sur lequel on s'appuie aujourd'hui, c'est vraiment donc un guide qui vise à maximiser et à développer la pratique de sensibilisation en matière de lutte contre la maltraitance, et l'intimidation envers les personnes aînées. Le 2e guide est beaucoup plus pratico-pratique, est un peu plus petit en termes de volume. Celui-là va vraiment donner l'information très ciblée pour des gens qui sont amenés à animer des activités. Donc, on veut les préparer, on veut les soutenir pour qu'ils soient en mesure, donc, de faire des activités de sensibilisation qui vont être les plus invitantes possibles pour que les aînés puissent faire des demandes d'aide par la suite.
Donc, on va revenir au premier guide, le guide qui est le plus complet. Donc, on a voulu, dans ce guide-là, faire une série de sections. Et vous allez voir, quand vous allez le télécharger, que c'est très simple de sauter d'une section à l'autre. Et la beauté d'un guide de pratique, c'est que c'est pas comme un roman. On n'est pas obligé de lire de la première à la dernière page. On peut se rendre directement où on veut aller. Et on a aussi voulu, nous, que les pages soient éventuellement facilement remplaçables avec l'évolution. Ce qui veut dire que là, le guide est à jour en janvier 2019. Mais si en 21, il n'était plus à jour, on peut remplacer une page ou deux et ça sera très simple. Donc, on a demandé au départ aux aînés s'ils savaient distinguer la maltraitance et l'intimidation. Ce qui est intéressant, c'est que quand on posait la question dans nos questionnaires, selon vous, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? 66,6% nous disaient oui, oui, il y a une différence. Après, on avait une question un peu plus ouverte où on leur demandait « Donnez-nous donc 3 mots pour chacun pour qu'on comprenne la différence. » Et là, on voyait que les gens bloquaient. Dans le fond, ils pensaient savoir la distinction, mais dans les faits, on voit qu'il y a beaucoup de confusion entre ces deux termes-là et c'est pas pour rien. Alors, à preuve, on a des personnes âgées qui nous ont dit, par exemple, est-ce que ça peut être de l'intimidation aussi? C'est mélangeant les deux. Ou encore, quelqu'un qui a dit, moi, quand j'ai su le terme, je me suis dit, l'intimidation, c'est de la maltraitance. Donc, on voit d'emblée cette confusion qui est importante. Et une des choses qu'on a voulu faire rapidement dans le guide, c'est de dire quelles sont les principales différences entre les deux. Pour la définition de la maltraitance, on a repris la définition de l'Organisation mondiale de la santé qui a été légèrement retravaillée dans le cadre du plan d'action gouvernemental québécois qui dit il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, que ce soit intentionnel ou non, se produit dans une relation, il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse à une personne âgée. Donc, geste dit violence, qui perdu une fois ou plusieurs fois. Absence d'action appropriée, c'est de la négligence. On précise bien que ça n'a pas besoin d'être intentionnel. Le cadre de la définition, c'est de dire ça se produit dans une relation dans laquelle il devrait y avoir de la confiance, donc pas nécessairement des étrangers. Et en plus de ça, ça porte des conséquences dans la vie des gens, même si ce n'est pas toujours visible. On sait que les gens qui ont vécu de la maltraitance ont malheureusement plus de maladies que les autres et peuvent aussi décéder à un âge prématuré par rapport aux autres. L'intimidation, c'est différent. C'est différent parce que il y a des éléments qui se ressemblent, parce que c'est plus dans le geste. Dans l'intimidation, on va parler moins d'actions qui sont l'absence d'action appropriée. On va dire qu'en général, c'est répétitif. C'est beaucoup plus rare que l'intimidation. Ça va être un geste singulier. Soit ça s'inscrit dans une dynamique. Et ce qui est particulier à cette dynamique-là, c'est qu'il y a un rapport de force. Donc, on ne parle pas ici de gens qui devraient être dans une relation de confiance, mais beaucoup plus des gens où un essaye de prendre le pouvoir sur l'autre. Et évidemment, il y a toujours une intention. On intimide parce qu'on veut arriver à quelque chose. Donc, l'aspect intentionnel de nuire à autrui est fondamental. Donc, si on vous le résume, l'intention, alors que l'intimidation, c'est plus souvent intentionnel qu'autre chose. La relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intimidation, c'est tout type de relation, alors que la maltraitance, ce sont des gens dans une relation de confiance. Et toute la question du rapport de force dans la littérature sur la maltraitance, c'est très peu abordé, alors que dans la question de l'intimidation, c'est central. Ça nous a donc amené à continuer à bien vouloir distinguer les termes et à se rendre compte qu'il y a un nouveau mot qui est apparu ces dernières années qui s'appelle la bientraitance. Et c'est tellement intégré que vous voyez que dans un groupe, spontanément, il y a une dame qui vous a dit qu'il faudrait aussi parler à un moment donné de la bientraitance. Donc, c'est quoi la bientraitance? Bien, c'est une notion qui est intéressante parce qu'on peut l'amener en complément de discuter de lutte contre la maltraitance, de lutte contre l'intimidation. Des fois, les gens vont dire « Oh, ça fait peur de parler de sujets si durs. Pourquoi qu'on ne l'aborderait pas sous un angle positif? » Et parler d'un angle positif, ça veut dire que ça nous permet de promouvoir quelque chose au lieu de lutter contre quelque chose.
Donc, la section 2 du guide, on explore les freins et leviers à la demande d'aide. Donc, ce qui est ressorti autant dans les questionnaires que dans les entrevues de groupe, ce sont la peur des représailles qui est vraiment très fort. Donc, les conséquences qu'il y ait de la vengeance ou que ce soit pire. Donc, manque de connaissances quant à la problématique. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on vit. Il faut reconnaître la maltraitance ou l'intimidation. Donc, d'avoir des mots pour le savoir. Manque de connaissances quant aux ressources d'aide ou méfiance. Sentiment de honte, blâme, gêne, culpabilité, orgueil. Donc, la honte, des fois, que ce soit comme nos enfants qui nous maltraitent ou qui nous intimident. Enjeu impliquant un proche, donc bris des liens. Des fois, on a des personnes qui ont juste un membre de l'entourage qui s'occupe d'eux, mais c'est cette personne-là qui est maltraitante ou qui est intimidante. Donc, si je parle, j'aurai peut-être plus de contact avec cette personne-là. Crainte de ne pas être cru ou jugé. Le manque de confiance en soi, le doute. Faible réseau, crainte de l'isolement ou de l'abandon. Peur de déranger. L'historique de violence aussi, c'est quelque chose qui revient. Croyance qu'il n'y a pas de solution. Donc, même si je parle, je vais rester avec mon problème, il n'y a rien à faire. Croyance que ça ne concerne pas les autres. Puis, on l'a aussi dans le refus de s'impliquer en tant que témoin. Donc, ce n'est pas de mes affaires. Manque d'énergie, faible espoir que l'auteur change et le non-consentement de la personne. Donc, ça, c'est le non-consentement de la personne. On l'a beaucoup, on l'avait sous la forme du témoin. Est-ce que je vais vraiment demander de l'aide si la personne m'en parle, mais elle me dit « je veux pas que tu n'en parles à quelqu'un d'autre, je veux pas que ça sorte ». Donc, on a des témoins qui restent avec un fardeau sur les épaules. Toutes ces informations-là, c'est intéressant de les connaître, de poser la question aux gens quand on est dans des activités de sensibilisation pour savoir qu'est-ce qui pourrait les empêcher. Fait que avec ça, on peut faire avancer l'activité puis démystifier ces freins-là, puis expliquer le pourquoi il faut les dépasser, pourquoi il faut plutôt passer à l'action de demander de l'aide. Donc, dans les entrevues de groupe, on vous remet un petit peu là, de ce qui est ressorti. On disait un frein à la demande d'aide, bien, si la personne est proche de toi, c'est ça qui va t'empêcher, c'est la relation, la perte de l'affection. C'est tout ça qui, moi, m'empêcherait de dénoncer. Donc, il ne faut pas oublier que ce sont des gens là, qui se projetaient dans une situation comme ça, mais on voit déjà que pour cette personne-là, ça serait très fort, ça l'empêcherait d'aller demander de l'aide. Donc, en tant que témoin, on ne sait pas les conséquences sur l'autre. On a peur que l'autre personne soit punie ou maltraitée pour ça. Donc, si je dénonce puis que cette personne-là l'apprend, est-ce que la personne qui en subit finalement va être négligée? Est-ce qu'on va espacer les soins? Est-ce que, bon, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça et c'est toute l'inquiétude d'aller demander de l'aide pour une autre personne. On a fait la même chose avec les leviers à la demande d'aide. Donc, qu'est-ce qui pousserait les gens à aller chercher de l'aide? Donc, le fait d'être informé et sensibilisé, donc de connaître mes ressources, de connaître mes droits aussi et tous les services disponibles. L'atteinte de ses limites personnelles, donc, ça a été dit plusieurs fois de dire je vais endurer jusqu'à temps qu'à un moment donné, je ne serai plus capable, ça va atteindre, le chapeau va exploser, là. Prise de conscience de la problématique, donc on peut vivre quelque chose, mais si on ne sait pas ce qu'on vit, on ne sait pas que c'est de la maltraitance, ben on va laisser passer puis on va endurer. Le lien de confiance, ça revient aussi, mais par rapport au confident, par l'intervenant. Donc, à qui est-ce qu'on va se dévoiler? À qui est-ce qu'on va demander de l'aide? Bien, il faut qu'on ait une confiance en cette personne-là, puis qu'on sait qu'elle va nous accompagner, puis qu'elle va nous aider. Être respecté. Donc, on parle ici du rythme et du choix. Donc, peut-être qu'au moment où j'en parle, je ne veux pas qu'on fasse quoi que ce soit. Donc, je veux juste en parler, puis je vais continuer de réfléchir sur les possibilités que j'ai, mais de suivre mon rythme. Je ne veux pas être poussée à demander de l'aide. Donc, c'est quelque chose qui était nommé, mais qui est très important. Et ça, on va y revenir aussi quand on est avec les bénévoles, les animateurs qui peuvent recueillir de l'information à la fin d'une rencontre. Donc, on ne fait pas à la place d'eux, mais on va l'accompagner, on va y offrir d'avoir un soutien, mais qui va la suivre tout au long de son processus de réflexion. Service professionnel qualifié assurant la confidentialité. Soutien et accompagnement tout au long des démarches, donc de ne pas avoir des services qui se coupent, d'être référés là, à partir du moment où on a des démarches qui sont entreprises, là, c'est coupé et on se tourne vers une autre source. On veut une personne qui va être avec nous du début à la fin. Se sentir capable, avoir l'énergie nécessaire pour le faire.
Avoir l'impression que la personne maltraitante ne recommencera pas. Donc, on veut s'assurer que moi, si j'en parle, ben justement, il n'y aura pas la crainte des conséquences. Je ne paierai pas pour, mais je veux faire cesser ce comportement-là aussi. Ça peut être aussi simple des fois qu'une incompréhension de la maladie. Hein? Un proche peut être maltraitant, mais sans avoir l'intention de faire du mal. Donc, si on lui donne l'information et l'éducation nécessaire sur la maladie, ben, on peut lui donner des outils à ce moment-là pour faire cesser un comportement qui est maltraitant. Désir de retrouver un pouvoir personnel, de faire respecter ses droits, éviter que ça dégénère aussi. Si d'autres personnes sont ciblées, donc il y a des gens que si c'est seulement eux, ils ne feront rien, mais si ça implique d'autres gens autour d'eux, ils disaient, ben nous, là, à ce moment-là, je vais faire quelque chose parce que je ne suis pas toute seule à en vivre. Le sentiment d'injustice et la croyance que c'est inacceptable aussi. Donc, on a des gens qui disaient, pour moi, je ne ferais rien, mais si je le voyais chez d'autres, je ferais quelque chose pour la protéger. Donc, dans les leviers à la demande d'aide, on a, ben, ce qui est important, c'est d'être soutenu, d'être dirigé, d'être supporté. Puis moi, j'ai recherché une personne en qui j'ai entièrement confiance. Donc, vous voyez, la confiance, c'est quelque chose à la base pour dire que je vais demander de l'aide, que je vais m'informer. Donc, dans les freins et leviers à la demande d'aide, on a ce qui ressortait, bien, comprendre ce que c'est la maltraitance et l'intimidation. Donc, c'est pour ça que dans nos suggestions, on conseille de parler des deux thèmes. Donc, même si une activité traite plus de la maltraitance, mais c'est bien d'aller expliquer aussi c'est quoi l'intimidation. Parce que les gens nous le disaient en entrevue, ils disaient, bien, on sait que c'est pas bien. Je peux pas faire la différence entre la maltraitance et l'intimidation, mais on sait que c'est pas bien. Mais maintenant, avec les activités de sensibilisation où on parle des deux concepts, bien, les gens peuvent mieux reconnaître c'est quoi la maltraitance, c'est quoi l'intimidation. Donc, démystifier les freins à la demande d'aide. C'est pour ça que tantôt, je vous disais, bien, on peut poser la question à nos participants pour voir c'est quoi, eux, leurs freins, puis on va travailler plus sur les freins qu'ils vont nous nommer. Donc, on va les démystifier et puis on va leur donner les outils nécessaires pour dire, bien maintenant, on va appuyer plus sur les leviers à la demande d'aide. Créer un lien de confiance, souligner l'importance des témoins aussi. Donc, c'est pas juste d'outiller les gens qui viennent pour eux-mêmes, mais c'est aussi pour les gens qui viennent pour avoir de l'information. C'est important quand on est témoin de savoir quoi faire, qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut accompagner une personne qui a envie et présenter les ressources d'aide disponibles. Donc, on conseille qu'il soit toujours à jour, la liste qu'on va remettre. Et puis, comme on vous dit tantôt, il y a beaucoup de matériel dans le guide, donc on ne peut pas passer au travers de tout ce qu'on vous présente, mais pour chacun des points que vous voyez ici, nous, on donne des exemples concrets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, pour l'exemple ici, on va y aller avec créer un lien de confiance. Ça vous donne une idée de comment on présente les choses dans le guide. Donc, la création du lien de confiance en animation. On doit s'assurer que la personne qui anime l'activité va instaurer un climat de confiance, qu'elle soit fiable, elle va adopter une approche adéquate et professionnelle et qu'elle ne porte pas de jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui a vraiment été nommé, de dire, moi, si j'entends, je ne veux pas me sentir jugée, je ne veux pas sentir que j'ai mal fait les choses ou que je devrais avoir honte. On veut quelqu'un qui est capable d'être flexible, d'avoir une ouverture. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On va accueillir chaleureusement le groupe. On va même conseiller aux animateurs d'arriver à l'avance pour se présenter, serrer les mains. Déjà, ça crée un lien. Puis quand on commence l'animation, ben, on se représente, on va nommer, donner notre nom, la fonction qu'on occupe aussi, puis des expériences qu'on peut avoir fait là, du côté plus professionnel. Donc ça aussi, ça peut rehausser le lien de confiance. Il faut maîtriser le ou les thèmes de l'activité. Donc, on ne se présente pas sans être préparé. On va présenter des choses, mais il faut être capable de rebondir sur des questions qui pourraient nous arriver. Être à l'écoute des personnes participantes, donc le regard, posture, discours, toute l'importance du non-verbal, faire preuve d'empathie et de patience. Donc, dans le guide pour les animateurs, on va donner des pistes aussi pour être capable d'intervenir auprès des gens, soit ceux qui ne parlent pas, ceux qui parlent trop, parce qu'on va dire les gens un peu verbomoteurs. Donc, comment est-ce qu'on peut encadrer là, pour pas que ça détruise un peu toute l'ambiance d'un groupe de participants et être disponible après l'activité.
activité. Donc, écoute, référence, puis amorcer une démarche de demande d'aide lorsqu'applicable. Donc, c'est important de le nommer dès le départ, qu'on va être disponible après pour des questions. Donc, on n'axe pas nécessairement sur la demande d'aide après pour que les gens se sentent à l'aise de venir nous voir et nous parler de ce qu'ils vivent ou juste d'avoir de l'information ou des ressources là, pour, après ça, bien, partir équipés. Donc, notre but, c'est vraiment que les gens soient outillés. Donc, la section 3, c'est vraiment l'élaboration des activités de sensibilisation. Donc, les freins à la participation. On a questionné les gens, autant dans les questionnaires que dans les entrevues de groupe, sur ce qui les empêche de participer à des activités de sensibilisation sur le thème de la maltraitance et de l'intimidation. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est que c'est un sujet difficile qui peut provoquer la fermeture dès le départ. Donc, le sentiment de ne pas être concerné par le terme, hein, j'en vis pas, donc je ne vais pas aller à m'informer, je ne connais pas personne qui en vit, ou on a même eu des entrevues de groupe où on nous disait, bien, ici, ça n'existe pas, la maltraitance. La crainte de dévoiler une situation vécue. Donc, si j'y vais, est-ce que, ben, je peux, des fois, on peut y aller un petit peu sans s'en rendre compte et dire ce qu'on vit, ou si j'y vais, est-ce que je vais avoir l'étiquette que je suis une personne qui vit de la maltraitance? Donc, ça a été nommé à plusieurs reprises. Et l'impression d'être suffisamment informée. Donc, je n'ai pas besoin d'y aller. Je sais ce que je ferai. Je connais les ressources. Donc, on a ici, bon, pour appuyer un peu ce qu'on vient de dire, là, la maltraitance, je n'en vis pas. On sait que ça existe, mais on ne se sent pas concerné. Et c'est sûr que la maltraitance, déjà au départ, pour moi, c'est péjoratif, ça me rebute. Donc, on avait deux positions. On avait des gens qui nous disaient, ben moi, si vous me parlez de maltraitance dans le titre d'une activité, j'irai pas, parce que le terme maltraitance, ben, ça me rebute, puis je veux pas être associée à ça. Alors qu'il y en a d'autres qui disaient, ben de la maltraitance, il faut appeler un chat, donc il faut mettre maltraitance dans le titre. Donc, c'est tout un défi de trouver comment on peut présenter les activités. Donc, les leviers à la participation, ce qui ressortait, bien, les gens vont avoir un intérêt à développer de nouvelles connaissances. Donc, puis on a vraiment des groupes de discussion qui se présentaient comme ça. Ils venaient se chercher de l'information pour, après ça, pouvoir aider puis propager la bonne nouvelle, finalement, dans la communauté. Donc, il y a un désir de ce côté-là. Sentiment d'utilité et désir d'aider les autres. Accessibilité physique, intellectuelle et financière. Donc, physique, ce qu'on veut dire, bien, il faut que ce soit proche des gens. Ça peut avoir l'air, comment je peux dire, juste la salle de bain, près de la salle où on va faire l'activité, ben ça peut être un levier donc pour les gens qui doivent aller aux toilettes plus fréquemment. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça qu'on vous conseille. On a un peu comme on coche finalement là, pour choisir les salles les plus appropriées pour les personnes aînées. Donc, l'accessibilité intellectuelle, le vocabulaire qu'on va utiliser, il ne faut pas que ce soit du vocabulaire scientifique, il faut que ce soit adapté à la clientèle qu'on rencontre et financière aussi. Donc, les activités, il faut qu'elles soient gratuites là, pour avoir le plus grand nombre de participants. Ensuite, bien, se sentir concerné par les thèmes abordés. Le contenu, il faut qu'il y ait du concret, donc des exemples. On va y aller aussi avec l'interaction. Donc, le format PowerPoint et présentation là, en suivant un peu ce qu'on fait aujourd'hui avec des personnes aînées, c'est pas gagnant ça. Donc, il faut y aller plutôt avec des scénettes, des mises en scène. Quand on parle d'exemples, c'est vraiment donner des exemples pour que les gens puissent faire des liens avec ce qu'ils ont déjà vécu, ce qu'ils ont déjà vu, qu'ils puissent se projeter finalement dans ce qu'ils voient. Un titre accrocheur. Donc, si on fait assister à une activité de sensibilisation sur la maltraitance, on aura très peu de participants. Par contre, ce qui nous est plutôt suggéré, c'est de passer un peu, comme tantôt on disait, l'importance du témoin. Donc, et si Jean vivait de la maltraitance? On est dans la position plus de témoin, on va s'outiller pour aider quelqu'un qui pourrait en vivre. Donc, c'est moins confrontant comme titre. Et la collation, d'offrir une collation pendant une activité de sensibilisation, ça peut être intéressant. Donc, ça crée aussi une ambiance quand on va chercher notre petit café avec des biscuits. Et toute la publicité qui est importante de faire aussi pour les activités de sensibilisation. Donc, pas juste d'accrocher une petite pancarte dans l'entrée d'une résidence, par exemple, mais bien de faire des dépliants, d'en mettre dans les ascenseurs. Ça peut être aussi annoncé dans les journaux. Donc, de voir plus large.
Donc, ce que les gens nous ont dit aussi, avoir plus d'informations, être plus au courant de ce qui peut se passer et savoir comment me défendre. Donc, on est ici dans une notion de droit. Ce qu'on va conseiller aussi pendant les animations, c'est de vraiment bien expliquer le fait de demander de l'aide, par exemple, ne veut pas dire nécessairement qu'on va se ramasser avec des démarches judiciaires. Donc, ici, on parle de droit, mais pour certaines personnes, juste de parler de la situation, c'est déjà un grand pas qu'on fait. Donc, on a aussi d'aller voir les gens où ils se tiennent, où ils sont. Donc, dans les résidences, dans les activités qui sont données par d'autres organismes communautaires, donc de s'insérer au travers de ce qui est déjà offert. Donc, il faut aller les retrouver dans leur milieu. Donc, l'importance, ben oui, c'est ce que je viens de dire, finalement, de s'insérer dans les activités courantes et les activités qui peuvent regrouper plusieurs thèmes aussi. Donc, à travers des cafés-rencontres, on nous a même suggéré, là, des fois, ils font des grosses épluchettes de blé d'Inde pour des résidences ou des organismes communautaires. Donc, d'avoir juste une petite table, par exemple, avec de l'information pour dire, ben voici, c'est quoi de la maltraitance. Puis, c'est sûr, c'est pas un thème que les gens vont venir nous voir d'emblée, mais on peut aller vers les gens. Donc, l'animation des activités de sensibilisation, nous, on a vraiment axé sur la nécessité de s'adapter à la clientèle qu'on souhaite joindre. Donc, on va avoir une sensibilité au genre. Ici, c'est très résumé, là, le guide est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de matériel, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, on sait que par rapport à l'historique des femmes, la demande d'aide ne se fait pas de la même façon pour les hommes. Donc, c'est un problème qu'on a eu autant dans le recrutement pour les entrevues de groupe et les questionnaires que pour les activités de sensibilisation sur la maltraitance et l'intimidation. Le public est très féminin. Donc, comment rejoindre les hommes? Il faut s'adapter. On sait que les hommes ben, peuvent être moins à l'aise d'exprimer leurs émotions et ils n'aiment pas nécessairement se retrouver dans une situation où ils doivent recevoir de l'aide. Donc, avant d'aller chercher de l'aide, ils vont trouver des moyens par eux-mêmes pour essayer d'arranger la situation, mais ils vont finir par avoir besoin d'aide et d'en demander quand ils vont se rendre compte que tout ce qu'ils ont essayé ne fonctionne pas. Donc là, à un moment donné, il y a un trop-plein. Hein, tantôt, on disait le chapeau va exploser, mais là, c'est ça. On est sous pression. C'est à ce moment-là qu'ils vont en demander. Alors que pour les femmes, ils ont plus d'ouverture à demander de l'aide, plus de facilité à exprimer leurs émotions. Donc, dans le guide, on vous propose des façons là, de présenter les activités de sensibilisation, mais d'adapter le contenu aussi pour aller chercher les hommes. Ensuite, on a aussi la diversité sexuelle. Donc, on doit assurer la bientraitance des personnes aînées LGBT. Donc, on va éviter dans le contenu, dans la façon de présenter les choses, des attitudes d'exclusion. Et puis aussi, il faut être capable de rebondir quand on a des participants qui peuvent faire des commentaires hein, par rapport à des orientations sexuelles. Donc, on vous propose aussi dans le guide des pistes là, de savoir comment réagir finalement, puis comment on peut ramener l'information autrement, puis faire pour que les gens se sentent inclus dans les activités. Et on va démystifier les préjugés. Donc, on démystifie beaucoup de choses, hein, les freins, on pourra aller vers les leviers. On va démystifier les préjugés aussi par rapport à tout ce qui est les personnes aînées LGBT. Donc, on va aider à contrer les idées préconçues en informant. La diversité culturelle, donc, il doit y avoir des compétences culturelles de l'animateur et il existe aussi des principes pour guider l'animation en groupe en contexte multiculturel. Donc, tantôt, Marie va vous en parler avec la co-animation. Ça peut être quelque chose de très intéressant que de co-animer avec une personne de la communauté culturelle où on va donner une activité de sensibilisation. Donc, il peut y avoir par rapport à la langue, mais il y a toute la culture, l'histoire des fois d'un peuple. Bon, donc il faut avoir les connaissances à la base là, avant de se présenter pour donner des activités de sensibilisation. D'autant plus que selon la culture, les représentations à l'égard de la vieillesse, des relations familiales, de la demande d'aide varient considérablement. Et on ne l'a pas indiqué ici, mais même quand on pose la question par rapport à la maltraitance, on n'a pas la même définition non plus entre ce que nous, on va utiliser ici
au Québec où c'est très bien campé, on a une terminologie très précise, alors que quand on pose la question dans des communautés culturelles, on peut se rendre compte que la limite n'est pas la même. Alors, je continue dans la section 4 du guide qui est consacrée à l'animation des activités de sensibilisation. Caroline vient de vous présenter au moins 3 grands éléments auxquels il faut être sensible. On donne maintenant quelques stratégies qui vont nous permettre de bien animer. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages à la co-animation. Alors, quand c'est possible, le faire à 2. Et les conditions de réussite d'une co-animation, c'est entre autres d'être capable de planifier ensemble, de s'assurer qu'on collabore bien, qu'on a une grande capacité d'adaptation, parce qu'en général, la personne avec qui on va co-animer, on va entre autres la choisir parce qu'elle est différente de nous. Donc, elle a d'autres forces, elle a d'autres façons d'amener le sujet, donc il faut être capable de travailler avec différents points de vue. Et c'est important aussi d'être capable d'évaluer cette co-animation-là, parce que plus on s'évalue en co-animation, plus on est capable de s'améliorer et la fois suivante de mieux travailler à 2. Dans la littérature, on se rend compte qu'il peut y avoir des forces assez intéressantes de travailler dans de la co-animation mixte, c'est-à-dire hommes et femmes. Mais ça pourrait être une co-animation mixte, comme on a vu tantôt, entre quelqu'un plus d'une culture dominante avec quelqu'un d'une communauté culturelle. En fait, l'idée, c'est de travailler avec des gens qui représentent déjà, juste parce qu'elles sont, quelque chose de différent. Ceux qui travaillent plus avec des professionnels, on suggère aussi la co-animation qui est interdisciplinaire. Et la photo que vous avez à l'écran, c'est un guide que la chaire a produit il y a quelques années suite à un projet qui a eu lieu à Montréal où on travaillait sur toute la question de la collaboration intersectorielle. Et on a tout documenté comment on peut travailler en duo. Le guide de pratique a été basé plus sur un duo entre un policier qui fait du travail socio-communautaire, ce que des fois on appelle les agents préventionnistes, et un travailleur de milieu, donc une personne qui fait du démarchage auprès des aînés dans une collectivité. Mais en même temps, ce guide-là, vous pourriez vous le procurer puis vous en inspirer parce qu'il dépasse largement le travail du policier puis de l'intervenant de milieu pour donner un paquet de trucs sur comment mieux travailler à 2. On arrive à la 5e et dernière partie de notre guide qui s'appelle « Accueil et référence ». Donc, ce qu'on voit dans l'accueil et dans les références, c'est que c'est très important de se mettre disponible après les activités pour accueillir les participants qui ressentent le besoin de partager une situation personnelle ou de poser des questions. Autrement dit, il n'y a pas juste le temps où on rouvre en groupe devant tout le monde, mais il y a aussi ce temps où on est encore là. Des fois, on est en train de ramasser nos papiers, des fois même pas. Les gens vont venir vers nous, ils vont vouloir ouvrir sur quelque chose, soit qu'ils ont vu, donc dans une position de témoin, ou soit qu'il leur est arrivé. Et sans être surpris, vous savez comme moi que très souvent, les gens vont vous arriver avec la stratégie de dire j'ai mon beau-frère ou j'ai mon voisin, et après un certain temps, des fois, on se rend compte que l'histoire du beau-frère ou du voisin, ben, c'est un peu leur histoire à eux qu'ils sont en train de nous raconter. Au Québec, de façon plus particulière, pour les gens du Québec qui sont à l'écoute, il faut savoir que depuis le mois de mai 2017, il y a une loi de protection, donc une loi qui vise à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Et dans cette loi-là, il y a plusieurs volets, mais un des volets, ça a été le signalement obligatoire des situations de maltraitance envers des aînés en milieu d'hébergement public, donc les centres d'hébergement de soins de longue durée, et aussi le signalement obligatoire de la maltraitance envers toute personne adulte pour qui il y a eu le prononcé d'un régime de protection, donc tutelle, curatelle, conseiller ou majeur. Peut-être un dernier élément que j'aimerais rajouter sur l'accueil et la référence, qui n'est pas sur la diapo, mais qui est importante, c'est qu'on est très conscient qu'il y a beaucoup de bénévoles qui animent des activités et que c'est important qu'ils reconnaissent les limites de leur propre rôle, parce qu'on ne peut pas demander à des bénévoles d'avoir une intervention professionnelle. Et les bénévoles peuvent le rappeler à la personne en disant, écoutez, moi, je prends l'information, si vous voulez, je vais vous aider, on va vous référer à une personne compétente pour faire le suivi. Donc, notre idée ici, c'est pas d'ajouter un fardeau sur ceux qui animent, mais c'est juste de rappeler qu'une activité de sensibilisation
souvent, ça mène à un premier pas qui est lié plus à du repérage des situations de maltraitance. Et donc, on a la responsabilité d'être capable de référer au bon endroit. Voici notre photo de famille. C'est toujours agréable de dire, voici les gens qui ont travaillé. Des fois, on regarde un guide, on regarde un projet, puis on oublie qu'il y a des ressources humaines derrière. Alors, cette photo-là m'est particulièrement chère parce qu'on voit autant des gens de notre organisme communautaire que des gens de la chaire. Il nous manquait une personne à ce moment-là sur la photo qui était en congé de maternité, qui était une étudiante à la chaire. Donc, et c'est une façon de vous présenter derrière ce guide, voici des gens qui y ont travaillé. Alors, on vous remercie encore de nous avoir donné la chance de faire ce webinaire-là. On voulait en faire au moins un avec le projet, puis on est très contents. Merci. Merci à vous.